Maggie Sue. J'ai disparu la veille de l'anniversaire de mes 12 ans, le 28 juillet 1988. Aujourd'hui seulement je peux enfin raconter toute cette histoire extraordinaire, la véritable histoire de ma disparition. Kensuke m'avait fait promettre de ne rien dire, rien du tout, jusqu'à ce que 10 ans au moins se soient écoulés. C'était presque la dernière chose qu'il m'a dite. J'ai promis et j'ai dû vivre dans le mensonge. J'aurais pu laisser dormir les mensonges assoupis, mais plus de 10 ans ont passé. Maintenant, je suis allée au lycée, à l'université, et j'ai eu le temps de réfléchir. Je dois à ma famille et à mes amis, à tous ceux que j'ai trompés si longtemps, la vérité sur ma longue disparition, sur la façon dont j'ai survécu après avoir échappé de justesse à la mort. Mais j'ai aussi une autre raison de parler, une raison bien meilleure. Kensuke était un grand homme, un homme bon. Il était mon ami. Je veux que tout le monde le connaisse comme je l'ai connu. Jusqu'à 11 ans environ, jusqu'à ce que la lettre arrive, je menais une vie ordinaire. Nous étions 4 à la maison. Ma mère, mon père, Stella et moi. Stella 3, c'est ma chienne, avec une oreille dressée et l'autre tombante. Un berger noir et blanc qui avait toujours l'air de savoir à l'avance ce qui allait arriver. Mais même elle n'aurait pas pu prévoir qu'une lettre allait changer nos vies pour toujours. En y repensant, il avait une régularité, une certaine monotonie dans ma petite enfance. Je descendais la rue tous les matins pour me rendre à mon école de singe. C'est ce que mon père l'appelait ainsi car il disait que les enfants piallaient, criaient et se pendaient par les pieds dans la cage à écureuil de la cour de récréation. De toute façon, pour lui, j'étais toujours une bille de singe quand il était d'humeur plaisante, ce qui arrivait souvent. En réalité, l'école s'appelait Saint-Joseph et je m'y sentais plutôt bien. Après l'école, tous les jours, quel que ce soit le temps, j'allais au terrain de jeu pour jouer au football avec Eddie Dot, mon meilleur ami sur la terre, ainsi avec Matt, Bobby et les autres. C'était un endroit assez beau. Dès qu'on y donnait un coup de pied dans le ballon, il retombait et s'enfonçait dans la boue. Nous avions notre propre équipe, les Modellards. C'était son nom. Et nous étions plutôt bons. Les équipes en déplaçant chez nous semblaient curieusement attendre que le ballon rebondisse et le temps de réaliser qu'il n'en était rien. Nous avions souvent marqué 2 ou 3 buts. Nous étions pas aussi performants quand nous jouons à l'extérieur. Tous les week-ends, je faisais la distribution de journaux de la boutique de M. Padzel au coin de la rue. J'économisais de l'argent pour m'acheter un VTT. Je voulais aller faire du VTT dans la lande avec Eddie. L'ennui, c'était que je dépensais au fur et à mesure tout ce que j'économisais. Et je n'ai pas changé. Le dimanche, c'était vraiment un jour spécial. Je m'en souviens. Nous allions faire de la voile sur le lac artificiel. Tous les 4, Stella 3 aboyait de toutes les forces contre les autres bateaux, comme s'il n'avait pas le droit d'être là. Mon père adorait la voile. Il disait que l'air était clair et propre, sans poussière de briques. Il travaillait à la briquerie. C'était un fou de bricolage. Il pouvait tout réparer, même ce qui n'avait aucun besoin de l'être. Aussi était-il dans son élément dans un bateau. Ma mère, qui travaillait à mi-temps dans la même fabrique de briques, était ravie elle aussi. Je me souviens d'elle. Une fois assise à la barre, rejetant la tête en arrière dans le vent en respirant à fond. C'était comme ça, c'était elle, écriée. C'était comme ça que la vie doit être magnifique.
tous simplement magnifiques. C'était toujours elle qui portait la casquette bleue. Elle était indiscutablement le capitaine. Dès qu'il y avait un peu de vent, elle le trouvait et savait le prendre. Elle avait vraiment du flair. Nous avons passé de belles journées sur l'eau. Nous sortons par mauvais temps quand personne d'autre n'osait. Nous planions sur les vagues envirés par la vitesse, transportés de joie. Quand il n'y avait pas de un souffle de vent, nous n'étions pas malheureux non plus. Parfois, seul notre bateau se trouvait sur le lac. Nous restions simplement assis et nous pêchions. C'était d'ailleurs moi le meilleur, tandis que Stella Artois restait couchée en boule derrière nous dans le bateau, montrant son ennui, car il n'y avait personne contre qui aboyer. Puis la lettre arriva. Stella Artois la déchiqueta à moitié. L'enveloppe était humide et montrait des marques de crocs. Mais ce que l'on a réussi à en lire nous suffit. La briqueterie allait se fermer. Mes parents étaient tous les deux licenciés. Il y eut un silence terrible ce matin, autour de la table du petit déjeuner. Ensuite, nous ne sommes plus jamais allés faire de la voile le dimanche. Je n'ai pas besoin de demander pourquoi. Ils essayent tous les deux de se trouver un autre travail, mais il n'y avait rien. La misère s'installait indicieusement à la maison. Parfois, je rentrais et ils ne parlaient pas. Ils ne se disputaient beaucoup à propos des petites choses insignifiantes, alors qu'il n'y avait jamais été comme ça auparavant. Mon père cessa de bricoler dans la maison. De toute façon, il n'était pas souvent là. Quand il ne cherchait pas de travail, il allait au pub. Quand il était à la maison, il restait simplement assis à ne rien dire, feuilletant inlassablement des revues de navigation à la voile. J'essayais d'être le moins à la maison et de jouer souvent au foot. Mais un jour, Eddie s'en allait parce que son père avait trouvé du travail quelque part dans le sud du pays. Et de jouer au foot sans lui, ce n'était pas la même chose. Les modeleurs se dispersent. Tout s'effondrait. Un samedi, en rentrant de ma distribution de journaux, je trouvai ma mère en larmes, assise sur une marche en bas de l'escalier. Elle avait toujours été si forte. Je ne l'avais jamais vue pleurer. « Pauvre type, dit-elle, ton père est un imbécile. Et un pauvre type, Michael. Voici qu'est-ce qu'il est. »« Qu'est-ce qu'il a fait? Lui demandai-je. »« Il est parti, me répond-elle. Je crus qu'il est parti de bon. Il n'a rien voulu entendre, rien. Il a dit qu'il a son idée. Il n'a pas voulu me faire confiance, ce que c'était. Il m'a simplement annoncé qu'il avait vendu la voiture et nous partions dans le sud, et qu'il allait chercher l'endroit où s'installer. J'étais soulagé et plutôt content, en fait. Dans le sud, je serai plus près d'Eddie. S'il croit que je vais quitter la maison, reprit ma mère, il va avoir des surprises. Pourquoi? Il n'y a rien. Il n'a pas grand-chose ici. Mais il y a la maison pour commencer. Et puis ta grand-mère et l'école. Mais il y a d'autres écoles. Elle devint furieuse. Je ne l'avais jamais vue comme ça. Tu veux savoir quelle est la goutte d'eau qui fait déborder la vase? Me demande-t-elle. En fait, c'est toi, Michael, avec ta distribution de journaux ce matin. Tu sais que ton père a déclaré? Bon, écoute ça. Tu vois, m'a-t-il dit, les quelques sous qui entrent dans cette maison, c'est Michael qui les gagne en vendant ses journaux. Comment veux-tu que je me sente? Mon fils a 11 ans et a un job, et moi, j'en ai pas. Elle se calma pendant quelques instants avant de reprendre, les yeux pleins de larmes. Je ne bougerai pas, Michael. Je suis né ici. Je ne m'en irai pas. Il pourrait dire tout ce qu'il voudrait. Je ne partirai pas.
J'étais là quand le téléphone sonnait environ une semaine plus tard. Je savais que c'était mon père. Ma mère ne dit presque rien. Il me fut donc impossible de comprendre ce qui passait. Mais un peu plus tard, elle me fit asseoir pour me parler. Il a l'air différent, Michael. Je veux dire, comme avant, il y a longtemps, quand je l'ai rencontré, il nous a trouvé un endroit. Faites simplement vos valises et venez, m'a-t-il dit. À Farham, près de Southampton, directement à la mer, a-t-il ajouté. Il avait vraiment quelque chose de différent dans sa voix, je peux te le dire. En effet, mon père semblait transformé. Il nous attendait sur le quai de la gare, les yeux de nouveau brillants et de rieur. Il nous aidait à porter les valises. « Ce n'est pas loin, dit-il en m'éblouffrissant les cheveux. Attends le voir, bille de singe, j'ai tout arrangé. Et n'essayez pas de me faire changer d'avis. Ni l'un ni l'autre, j'ai pris ma décision. » À quel sujet, lui demande-je. Tu verras, me répondit. Stella à 3 bondissait joyeusement devant nous, la queue relevée. Je crois que nous nous sentions tout aussi enjoués qu'elle. À la fin, nous prîmes le bus car les valises étaient trop lourdes. Nous descendûmes le long de la mer. Il ne semblait plus avoir des maisons nulle part. On ne voyait qu'un petit port de plaisance. « Qu'est-ce qu'on fait là? » demande ma mère. « Je veux vous présenter quelqu'un, une bonne amie à moi. Elle s'appelle Peggy Sue. Elle vous connaît depuis longtemps. Je lui ai beaucoup parlé de vous. » Ma mère me regardait en fronçant les sourcils d'un air perplexe. Je n'y voyais pas plus clair qu'elle. Tout ce que je savais, c'est qu'il entretenait volontairement le mystère. Nous avancions tant bien que mal, nos valises à la main, les mouettes criaient au-dessus de nos têtes. Les grêlements des voiliers claquaient autour de nous. Et Stella jappait, curieuse de tout. Enfin, mon père s'arrête devant une passerelle qui conduisait à un étincelant bateau bleu foncé. Il posait les valises et nous regardait. Un grand sourire lui éclairait le visage. « Eh bien, laissez-moi faire une présentation, » nous dit-il. « Voici Peggy Sue, notre nouvelle maison. Elle vous plaît? » Tout bien considéré, ma mère prit les choses plutôt bien. Elle ne s'énervait pas. Elle devint simplement très silencieuse et elle restait tout au long des explications de mon père en bas dans le carré du bateau devant une tasse de thé. Je n'ai pas fait ça sur un coup de tête. Vous savez. J'y ai réfléchi longtemps, pendant toutes les années que je travaillais à la fabrique. Bon, peut-être qu'à l'époque, j'y rêvais seulement. C'est drôle quand on y pense. Si je n'avais pas perdu mon travail, je n'aurais jamais osé de le faire. Non, jamais. Il savait que ce qu'il nous disait ne tenait pas tellement debout. Alors, reprit-il, voilà ce que j'ai pensé. Quelle est la chose que nous préférons faire? De la voile. C'est vrai, non? Je me suis dit que ce serait merveilleux de pouvoir tout simplement partir et de faire le tour du monde à la voile. Il y a des gens qui l'ont fait. Ils appellent ça la navigation en eau bleue. Je l'ai lu dans une revue. Comme je vous l'ai dit, au début, ce n'était qu'un rêve. Et puis, plus de travail, plus de possibilités d'en trouver. Alors, que peut faire un homme? Il prend son vélo? Pourquoi pas un bateau? Nous avons reçu nos indemnités en licenciement, même si ce n'était pas grand-chose. Il y a le peu que nous avons économisé et l'argent de la voiture. Pas une fortune, mais quand même. Que faire cet argent? J'aurais pu tout mettre à la banque comme les autres. Mais dans quel but? Pour se contenir de le voir disparaître peu à peu jusqu'à ce n'y en ait plus du tout. Et si on en servait plutôt pour faire quelque chose d'exceptionnel, quelque chose qu'on n'entreprend qu'une seule fois dans sa vie,
comme le tour du monde à la voile, Afrique, Amérique du Sud, Australie, le Pacifique, nous pourrions voir des endroits dont nous avons seulement rêvé jusqu'à présent. Nous restions assis, complètement assourdis. « Ah, je sais ce que vous pensez, reprit-il. Vous pensez que nous n'avons fait du bateau que sur le lac artificiel. Ce n'était du simple canotage. Vous dites que je suis devenu un fou, complètement cinglé. Vous dites que c'est dangereux, que nous serons réduites en miettes. Mais j'ai pensé à tout. J'ai même pensé à ta grand-mère, car il ne faut pas oublier une chose. Nous ne partirons pas pour toujours. Elle serait là quand nous reviendrons, c'est sûr. Elle est en très bonne santé. Nous avons l'argent. J'ai fait mes comptes. Nous allons faire 6 mois d'entraînement. Nous partirons pendant 1 an ou peut-être 18 mois. Tant que l'argent durera. Nous allons bien faire les choses, tout en sécurité. Mam, tu passerais ton diplôme de skipper. Oh, je ne te l'ai pas dit? Non, je ne te l'ai pas dit? Ah! C'est toi qui serais le skipper. Je serais le second et l'homme à tout faire. Michael, tu serais le mousse et Stella, Stella serait le chat-mousse. Il débordait d'entrain. Il n'arrivait pas à reprendre son souffle, tellement il était excité. Nous allons nous entraîner, faire quelques traversées de la Manche jusqu'en France, ou peut-être aller jusqu'en Irlande. Nous apprendrons à connaître ce bateau comme notre proche. C'est un 12 mètres. Bowman, meilleure marque, meilleur design. Très sûr, j'ai bien étudié la question. Encore 6 mois et nous serons partis autour du monde. Ce serait l'aventure de notre vie, notre seule chance. Nous n'en aurons jamais d'autres. Alors, qu'en pensez-vous? Super, dis-je dans un souffle. C'était exactement ce que je pensais. Et tu as dit que ce serait moi le skipper? Demandait ma mère. Ouais, capitaine, dit mon père en riant et lui faisant un salut. Comment ferait-on pour l'école de Michael? Reprit-elle. J'ai pensé à ça aussi. J'ai demandé à l'école de la vie. Tout est arrangé. Nous prendrons les livres dont il aurait besoin. Je l'aiderai à travailler et tu l'aideras. Il s'aidera lui-même. Entre nous, je vais dire quelque chose. Il apprendra davantage en 2 ans de navigation, ce qu'il aurait appris dans son école de singe, je t'assure. Ma mère but une gorgée de thé, puis elle hocha doucement la tête. D'accord, dit-elle, et je vis qu'elle souriait. Pourquoi pas? Vas-y, achète le bateau. C'est déjà fait, dit mon père. C'était la folie, bien sûr, il le savait. Même moi, je le savais, mais simplement cela n'avait pas d'importance. En y repassant, c'était sûrement une sorte d'inspiration due au désespoir. Tout le monde essayait de nous dissocier de notre entreprise. Ma grand-mère vint nous voir et monta à bord. D'après elle, c'était un projet complètement ridicule, imprudent et irresponsable. Elle ne prévoyait que distress et catastrophes, icebergs, ouragans, pirates, baleines, pétroliers géants, vagues monstrueuses. Elle nous énuméra toutes sortes d'horreurs en pensant m'effrayer, par conséquent, et effaroucher mes parents. Elle réussit à me terrifier, faut bien l'avouer, mais je ne l'ai jamais montré. Ce qu'elle ne comprenait pas, c'était que désormais nous étions les 3 liés les uns à l'autre par la même folie. Nous partirons et rien ni personne ne pourrait plus nous arrêter. Nous faisions ce que les gens font dans les contes de fées. Nous partirons en quête d'aventure. Au début, tout se passait à peu près comme mon père l'avait prévu.
en dehors du fait que l'entraînement durait beaucoup plus longtemps. Nous apprîmes très vite que les manœuvres d'un voilier de 12 mètres n'avaient rien à voir avec celles d'un dériveur. Ce n'était pas simplement une question de taille. C'est un vieux marin à favori, Bill Parker, qui s'occupait de notre formation. Il venait du Yacht Club et nous l'appelions Bill le Mataf, mais derrière son dos, bien sûr. Il avait franchi 2 fois le Cap Horn et avait fait 2 traversées en Atlantique en solitaire et des allers-retours sur la Manche. Plus souvent que tu n'as mangé de repas chaud, bon garçon. En vérité, aucun de nous l'aimait beaucoup. C'était un véritable tyran. Il nous traitait, Stella et moi, avec le même dédain. Pour lui, les animaux et les enfants étaient des êtres nuisibles qui devenaient un vrai fléau à bord du bateau. C'est pourquoi j'essayais de me trouver le moins souvent possible sur son passage. Et Stella à 3 faisait comme moi. Pour être juste, il faut dire que Bill le Mataf connaissait son affaire. Quand il en fut fini avec nous et ma mère a eu passé son diplôme, on sentit qu'on pourrait aller partout sur la Pégasus. Il nous avait includité un saint respect de la mer, mais en même temps assez de confiance en nous pour sentir que nous pourrions surmonter toutes les tempêtes. Cela dit, parfois j'étais mort de peur. Mon père et moi partagions les mêmes terreurs en silence. On ne peut pas tricher. Je l'ai vite appris. Quand une immense vague verte de 8 mètres se dresse comme un mur avant de s'abattre sur vous, on descendit dans les creux si profonds que l'on pensa ne jamais pouvoir en remonter. Mais on remonta. Pourtant, en plus on affrontait nos peurs, plus on affrontait les vagues, plus nous nous sentions sûrs de nous et du bateau. Ma mère, cependant, ne montrait jamais le moins de frisson de peur. Ce furent elle et la Pégasus qui nous sortiront de nos pires moments. De temps en temps, elle avait le mal de mer, alors que mon père et moi ne l'avions jamais. Cela rétablissait un peu l'équilibre. Nous vivions très près les uns de l'autre, tous les 3, et je découvris rapidement que les parents n'étaient pas simplement des parents. Mon père devint mon ami, mon camarade de bord. On apprit à compter l'un sur l'autre. Quant à ma mère, la vérité est, je l'admets, que jusqu'alors je ne savais pas à quel point elle avait ça dans le sang. Mais je savais depuis toujours qu'elle avait du cran, qu'elle n'abandonnait jamais, tant qu'elle n'obtenait pas ce qu'elle voulait. Elle travaillait jour et nuit sur ses livres et ses cartes jusqu'à ce qu'elle maîtrise tout. Sans trêve, elle pourrait devenir franchement tyrannique, mais tout en faisant semblant d'être très vexée, nous ne prîmes jamais les choses vraiment mal, ni mon père ni moi. C'était elle qui allait nous amener à l'autre bout du monde et nous ramener. Nous lui faisions entièrement confiance. Nous étions fiers d'elle. Elle était formidable. Je dois dire que le second et le mousse n'était pas mauvais non plus, aussi bien à la barre qu'au winch, et qu'il était particulièrement doué pour faire cuire les boîtes de haricots blancs à la sauce tomate. Nous formions un sacré équipage. Ainsi, le 10 septembre 1987, je connais la date car j'ai le journal de bord sous les yeux pendant que j'écris. Après avoir rempli tous les coins et recoins du bateau de réserve et de provisions, nous fûmes enfin prêts à mettre les voiles et à partir pour notre grande aventure, notre Odyssée. Grand-mère était venue nous dire au revoir, les larmes aux yeux. À la fin, elle voulait même venir avec nous pour visiter l'Australie. Elle avait toujours voulu voir des koalas dans la nature. Il y avait aussi un tas d'amis, y compris Bill le Mataf. Eddie Dodds vint avec son père. Il me lança un ballon de foot au moment de larguer les amarres. « C'est un porte-bonheur !» me cria-t-il en le regardant un peu plus tard. Je vis qu'il a écrit son nom tout autour comme un champion de Coupe du Monde. Stella 3 fit ses adieux, elle aussi,
en aboyant, aboiement qu'elle adressait ensuite tous les bateaux tandis que nous passons dans le chenal du Soye. Mais quand notre voilier dépassa l'île Waite, elle devint étrangement silencieuse. Peut-être avait-elle senti comme nous qu'à présent que nous reviendrons plus en arrière. Ce n'était pas un rêve. Nous étions partis faire le tour du monde. C'était réel, réellement réel.